Le sort de Roberto De Zerbi a donc été officiellement scellé à 2h35 du matin la nuit dernière, communiqué publié par l'OM. À la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club, il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première. C'est une info RMC Sport d'ailleurs qui allait dans ce sens dès le début de la soirée hier. De Zerbi n'a pas résisté à la série difficile que traverse l'OM. Élimination en Ligue des Champions, humiliation au Parc des Princes avec cette défaite 5-0 et désormais 4e place de Ligue 1. Il aura tenu 18 mois à la tête de l'OM. Florent Germain est là, c'est lui qui avait toutes les infos hier. Salut Flo. Salut Flo. Livre-nous les coulisses de ce départ, Flo. Écoute, tu l'as dit, oui, ça s'est acté dans la nuit, négocié dans la journée de mardi. Les dirigeants, l'actionnaire Franck McCourt qui a forcément été consulté parce que De Zerbi percevait un salaire important, plus de 500 000 euros bruts par mois. Il était sous contrat jusqu'en juin 2027. Selon nos infos, 7 adjoints quittent également le club avec lui. Donc tout ça nécessitait forcément une validation du boss. Depuis 48 heures et la défaite au Parc des Princes, le constat était sans appel. Le message ne passait plus, les consignes non plus. Il y avait déjà eu des hésitations, des envies de départ chez De Zerbi après le fiasco de Bruges. Là, on l'a senti et j'étais en conférence de presse dimanche au Parc des Princes. On a vu un Roberto De Zerbi qui était sur le point de baisser les bras, de renoncer. On nous le décrit assez touché, très triste, dévasté. Pour la petite anecdote, quand on a dévoilé l'information hier soir, la plupart des joueurs n'étaient pas au courant que son départ était en train d'être négocié au point d'être imminent. Donc c'est un petit détail important dans le sens où ça prouve que au sein du club et des dirigeants, on en veut aussi aux joueurs et on veut désormais les mettre aussi devant leurs responsabilités. Ok, De Zerbi ne faisait plus l'affaire, mais les joueurs vont devoir réagir. Avec qui sur le banc, on peut vous dire que l'entraînement du jour a bien été animé par Jacques Abardonado et Romain Ferrier qui était le coach de l'équipe réserve jusque-là. Flo reste avec nous, la une de Rotten sans flamme ce soir. Le départ de Roberto De Zerbi était-ce inéluctable? 32-16 pour participer avec nous. Est-ce que tu es surpris, Jérôme, de voir tout ce qui s'est passé depuis hier? Ah non, surpris, non. Le timing, on aurait pu gagner une journée, c'est ce que je te disais hier. Surpris, juste que ça arrive dans la nuit de cette nuit. Ça aurait pu être acté lundi. Après, j'imagine qu'il y a des modalités qui ont duré, modalités de contrat dans tous les cas, surtout quand tu arrives avec 9 adjoints. Donc il y a du monde derrière à indemniser, ça c'est sûr. Donc c'est pas comme ça en claquant des doigts que tu trouves la solution et que tu tombes d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qui s'est passé depuis le début janvier, parce que il s'est passé déjà beaucoup de choses sur les 6 premiers mois de l'année, les 7 premiers mois, et c'est vrai que on sentait qu'on allait direct vers un échec dans tous les cas. Moi, il m'a déçu, et je peux revenir sur plein de choses, sur toutes les choses que j'ai pu dire, mais juste la communication et son comportement, il a évolué par rapport à l'année dernière, et je trouve qu'il a perdu en effet le mot chef d'orchestre d'un entraîneur. En plus, quand tu es le projet, parce que ça a été confirmé par la direction il n'y a pas si longtemps que ça, forcément il y avait des manques, et pour moi c'était inéluctable de voir De Zerbi partir par rapport à ce qui s'est passé à Bruges, ce qui s'est passé contre Liverpool, ce qui s'est passé au Parc des Princes. Tu sens qu'il y a une équipe qui est amorphe. Bien sûr que les joueurs sont responsables. On est tous passés par là. Tu as les entraîneurs qui sont là pour mettre une animation en place, pour essayer de te donner le plus d'excitation possible à un match. Après, c'est à toi de te prendre en main et d'être meilleur. C'est sûr qu'ensemble et individuellement, ils n'ont pas été bons. Donc c'est eux, déjà, avant tout, les premiers responsables du fait que De Zerbi n'était plus l'entraîneur adéquat pour ce projet. Mais à côté de ça, quand tu as fait de Zerbi il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, ton projet que tu as encore dernièrement, et c'est ça qui me paraît incroyable, invraisemblable, et c'est pour ça qu'on va attaquer l'équipe dirigeante tout à l'heure à 18h30, c'est que tu as t'es dithyrambique sur De Zerbi.
Jusqu'au dernier moment, tu as été dithyrambique sur lui. Alors que, franchement, la vérité, c'est que des manques, il y en a eu beaucoup, 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 et des erreurs de com. Et hier, je te le disais, il ne peut pas continuer. Tu ne peux pas admettre, quand tu es un joueur de foot, quel que soit, que tu sois bon, pas bon et tout ça, et que les têtes soient basses, c'est normal quand tu prends des claques, et que tu n'arrives pas à hausser ton niveau collectivement et individuellement. Bien sûr que tu as perdu confiance. Et on le voit, les joueurs ont perdu confiance. J'imagine pas que leur niveau, c'est ce qu'on a vu, leur niveau réel des joueurs, collectivement et individuellement, c'est ce qu'on a vu contre Liverpool, c'est ce qu'on a vu contre Bruges et ce qu'on a vu au Parc des Princes. Donc, ils sont mentalement très faibles aujourd'hui, très touchés. Et que la seule solution, c'est en effet qu'il y ait un entraîneur qui soit sur le banc et qui arrive à leur redonner confiance et surtout à avoir un discours qui leur permette de sortir la tête de l'eau. Avec De Zerbi, c'était mort. Quand tu as un entraîneur, t'imagines, qui arrive après le match du Paris Saint-Germain, et ça a été le cas après Bruges, qui déjà, la première explication, c'est pardon par rapport aux supporters. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pardon ? Pourquoi tu t'excuses ? Écoute, tu es responsable, tu as été catastrophique. T'imagines qu'il s'est excusé 2 fois en 10 jours quand même, déjà. Et après, sous prétexte... Et après, à dire qu'il ne comprenait pas. Mais non, ça marchait et puis pas. c'est ça. Oui, je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Ça, c'était son discours après le match au Parc des Princes. Mais bien sûr, c'est comme Francaise, il y a dernièrement avec Nice. Ce que je veux dire, quand tu tiens ce discours-là, tu ne peux pas rester. Et d'autant plus dans un club qui a des ambitions très élevées, où tu as une ferveur particulière. Les joueurs, ils ont le droit de se prendre en main aussi, Jérôme, non ? Ah oui, mais plus avec lui. Plus avec lui. Par contre, là où Benoît, où tu as raison, et là je vous donne la main et je vous donne la parole, c'est que là, il va plus falloir se cacher parce que là, tu as déjà eu la tête de cet entraîneur-là. Pour moi, il était surcoté, très bien, il n'est plus là. Maintenant, quel que soit l'entraîneur qui arrive, il faut que les joueurs ils se prennent en main, ils réagissent. Ça, on en parlera à 19h, des potentiels successeurs de De Zerbi. Manu, comment tu réagis, toi ? C'était inéluctable alors ? C'était prévisible, on se sentait venir, mais en même temps, moi, je suis quand même relativement déçu. Déçu, pourquoi ? Parce que là, ils ont eu un petit déclassement en championnat et on voit Lyon leur passer devant et c'est très très chaud pour essayer d'accrocher la Champions League. Déçu parce que je me dis, il reste 13 matchs de Ligue 1, il y a la Coupe de France encore à aller chercher et je me dis que ce match de Lyon, il se profile dans 2 semaines. Derrière, tu as le tour des quarts de finale de Coupe de France, ils enchaînent avec Toulouse. Ouais. Et derrière, c'est des équipes largement à la portée de l'Olympique de Marseille. Donc, je me dis déçu parce qu'il y avait la possibilité d'accrocher une Champions League et pourquoi pas un titre à la fin de saison, de finir quand même avec une certaine dignité. À quoi ça sert, tu veux dire ? C'est ça ? Je ne sais pas à quoi ça sert. Je me dis, quand je vois le fiasco dans lequel naviguent les Marseillais à l'heure actuelle, je me dis, mais en fait, l'histoire se répète. C'est fatigant, quoi. C'est le seul club au monde où Marseille, où les entraîneurs jettent l'éponge. Je ne connais pas un club où les entraîneurs partent d'eux-mêmes. C'est le seul club en Europe ou dans le monde probablement où les entraîneurs se succèdent. Et à la fois, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que c'est vraiment le cas, Flo Germain ? C'est plutôt ça y ressemble quand même, quand tu vois c'est un commun accord. Ils se sont parlé. Les dirigeants étaient aussi tristes d'acter le fait que De Zerbi n'a plus les idées. Il y a des choses qui ne trompent pas, Flo. Quand je vois sa conférence de presse après Bruges, quand je vois sa conférence de presse après Paris. On en parlait dans l'after, c'est un mec qui n'a plus de ressort, qui n'a plus d'idées, qui est déprimé. Il est arrivé aussi au bout peut-être de son management et de ses idées, et ça va peut-être au-delà du simple contexte marseillais, parce que là tous les coachs qui sont partis, ce sont quand même des cas un peu différents. On met un peu tout le monde dans le même panier, mais ces dernières saisons, par exemple Sampaoli, je pense qu'il regrette, enfin c'est pas je pense, et j'ai pu échanger avec lui, il était même venu en direct sur RMC quelques mois après son départ, je pense qu'il regrette d'avoir pris cette décision sur un coup de tête. Les relations avec Tudor, c'était un petit peu complexe, il s'est passé certaines choses, donc Igor Tudor est parti, Marcelino, on connaît l'histoire, bon, ce sont à chaque fois quand même des cas, Bielsa des cas aussi, différents. Parti par lui-même. Oui, mais Bielsa c'était une toute autre époque. Oui, non, mais je suis d'accord, mais vous connaissez un club où la plupart du temps, ce sont les entraîneurs qui partent d'eux-mêmes. Non, mais là, Manu, il y a aussi un aspect que tu mets de côté. Alors, c'est un commun accord. Non, mais c'est la cassure avec son groupe. À un moment, quand il a passé ces dernières semaines à critiquer ses joueurs, à critiquer ses joueurs, la fracture allait arriver. J'imagine. C'était terminé, en fait. Longoria avec Benatia aujourd'hui, de se dire, mais
c'est quoi le discours. À mon avis, ils en veulent. Connaissant un petit, de loin Benassia, j'imagine qu'il a envie d'emplâtrer les joueurs, tu vois. Ah, mais il en veut aux joueurs. Bah, Flo, c'est ce que je crois qu'on l'a dit d'ailleurs. Donc, quelque part, je me dis, quand il reste 13 matchs à jouer, moi, je pensais vraiment, connaissant un peu le caractère de Zerbi depuis qu'il est en Angleterre, qu'il allait continuer à aller au bout. C'est un sanguin, il a l'italien, il a le caractère, la personnalité. Bon, c'est jamais traduit sur le terrain. Oui, mais la lassitude qu'il a affichée après le match du Paris Saint-Germain, je l'ai dit ici sur le studio même, je lui dis, pour moi, dans ma tête, c'est sûr, il s'est acté. T'as l'impression qu'il est groggy, il a pris 2 uppercuts en pleine tête. Exactement. Il savait plus quoi dire, il savait plus quoi faire. Il était las justement de l'attitude de ses joueurs. Il prenait à chaque fois, à chaque match, il prenait une pièce, il aurait dû être las aussi de son attitude, parce que franchement, la vérité, c'est pour ça que je suis déçu. Son attitude est catastrophique. C'est pour ça que je suis déçu. J'aurais pensé qu'il dit, je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout faire pour accrocher la Champions League et la Coupe de France. Et à la fin, si tu as envie de partir, non, mais Manu, parce que tu es dans les cordes encore. Hein. Exactement. Mais tu sais, Benoît, moi là où je lui en veux, pour rebondir sur ce que disait Manu, c'est son attitude aussi. Elle a tellement évolué, son attitude. Et là, il ne pouvait plus se cacher. C'est ce manque d'humilité, se prendre pour un cador, ce qu'il n'est pas. Je suis désolé. Là, tout le monde nous a vendu De Zerbi comme un José Mourinho, comme un Pep Guardiola, comme un Carlo Ancelotti. La vérité, c'est qu'il n'a jamais été à ce niveau-là, de ces entraîneurs-là. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti en 1 an et demi de conférence de presse. Je préfère le préciser, parce que des fois, on peut aussi se faire une idée quand on ressort certaines là, certaines punchlines, et je le critique pas parce que il doit aussi être responsable de ça, de ce qu'il renvoie, des phrases qu'il utilise, des déclats, il sait que ça va faire le buzz, etc. Donc parfois, je pense qu'il a eu des petites sorties malheureuses ou qu'il a exagéré. Mais honnêtement, je préfère le dire en 1 an et demi de conférence de presse, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de suiveurs. Nous, on a vu un coach passionné, respectueux, qui impliqué, mais pas un gars qui avait le boulard. Alors, écoute, c'est pas ce sentiment-là que j'ai. Je suis d'accord avec Flo. Non, mais vous n'avez pas ce sentiment-là, mais il y a juste c'est pas forcément par les paroles ou par le comportement, c'est juste les actes, ce qui s'est passé à travers des joueurs qu'il a dégagés. Voilà, ça c'est la première chose. Ça veut dire que le mec, il se sent vraiment largement au-dessus des joueurs. Non, mais c'est une question de management. Donc après, tu sais, tu peux avoir un boulard qui est pas forcément ce que vous décrivez vous. C'est-à-dire que. D'accord, mais moi je croyais que tu disais dans sa communication uniquement. Non, en fait, dans le management, la preuve, Jérôme, excuse-moi de te couper, c'est que le cas Murillo, effectivement, ça a ému un peu le vestiaire parce que c'est un cas supplémentaire après Mopé, après Rabiot, après ci, après là, où les joueurs se disent bon, ça va, nous on est jetables. Mais ça et Benoît, tu n'es pas d'accord, mais moi je me souviens juste des déclarations ou de l'après-match de Newcastle où là tout se passait bien parce qu'après Newcastle et ils avaient de grandes chances de se qualifier, rappelez-vous, il fallait faire après l'Union Saint-Gilloise, donc là ils avaient tendance, si tu veux, à bomber le torse, tu vois, à se dire voilà. Et je me souviens des déclarations du directeur du football déjà. Excuse-moi, mais c'est bien de le rappeler après ce match-là où là tu te sentais fort et tu te dis on va atteindre l'objectif en Ligue des Champions. Ils se sont peut-être vus trop beaux et c'est pour ça qu'ils prennent une claque derrière. Mais quand tu dis ah bah oui mais les critiques, voilà, vous savez parler, mais là on a une grande équipe, on a des grands joueurs, on a un grand coach. Le coach il était là pour bomber le torse aussi parce que tu avais écrasé Newcastle en 5 minutes en deuxième mi-temps. Ils ont défendu le groupe quand même, Jérôme. Mais vas-y Benoît, vas-y parce que moi j'en ai beaucoup dit. Je suis juste d'accord sur le fait que je pense qu'il s'est trompé sur sa sortie avec Murillo. Mais j'ai jamais senti un coach prétentieux, arrogant ou quoi que ce soit. J'ai senti un coach hyper impliqué, hyper investi. Et comme le trio, en fait, et on peut parler de la doublette Benassia, De Zerbi, je pense qu'ils ont toujours mis au-dessus de tout les intérêts de l'OM. Et qu'ils ont tout fait, corps et âme, ils ont tout fait dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Maintenant, si je suis De Zerbi, je peux en vouloir aussi aux joueurs. Tu le dis souvent, on a été joueur, on a connu des situations, de belles situations, des situations plus compliquées. Mais à un moment donné, quand tu prends certains buts ou quoi que ce soit, c'est pas toujours l'entraîneur. Tu prends la touche de Toulouse, le but à la 95e dans le Trophée des Champions contre Paris, la gestion de la profondeur. À un moment donné, tu parles de l'aspect mental aussi. Mais est-ce que tu crois qu'un Ben Pavard, un Balerdi, un Medina ou quoi que ce soit, le coach,
il a juste à faire en sorte que les joueurs ils soient à leur niveau, tout simplement. Pas plus ni moins. Il n'est pas là pour les faire progresser, juste qu'ils soient à leur niveau à eux. Donc tu regrettes le départ de ont... Zerbi, Benoît? Moi, je suis un peu déçu. Je suis aussi un peu déçu. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé ce départ. Est-ce que c'est lui qui a lâché concrètement ou quoi que ce soit? Mais ce n'est pas un départ pour lequel je me réjouis pas de ce départ. Non, mais on n'a pas à se réjouir, Benoît. C'est pas ça. C'est juste le constat. Toi, quand tu me parles de joueurs, oui, t'as pas besoin d'un entraîneur, en effet, pour être motivé. Ça dépend qui, Jérôme. Tu parles d'un jeune joueur. Un jeune joueur, il a besoin du coach. Mais un Pavard, il n'a pas besoin de Zerbi. Mais on est d'accord. Mais sauf qu'après, un Pavard, un Medina, un Balerdi, pour parler du secteur défensif, parce que c'est quand même là que c'est un gros problème, et on l'a vu encore au Parc des Princes, ils ont besoin de repères aussi, de jouer ensemble le plus régulièrement possible avec les mêmes joueurs. Quand tu fais 30 compositions d'équipes différentes sur les 30 matchs, peut-être que ça aussi, c'est un problème aussi d'entraîneur, que quand la structure, ce que tu demandes de Zerbi Ball, là, qu'on nous a vendu quand il est arrivé, moi je l'ai jamais vu, je sais même pas ce que c'est de Zerbi Ball. La vérité, je sais pas si vous l'avez lu, Flo, toi Benoît ou toi Manu, moi d'un match à un autre, on ne savait pas. Quand on me parle que l'entraîneur, il doit être entraînant, on est passé par là aussi. En effet, l'entraîneur, il doit bien parler. Les causeries sont importantes, mais c'est pas la base. Les causeries, c'est du branlage de cerveau. Je suis désolé. Toi, Jérôme, tu n'as rien vu en termes de jeu sur l'OM. Mais quand on te dit, le directeur du football vient t'expliquer ici à RMC que les causeries, quand il sort de la causerie, il a envie de grimper au rideau et revenir sur le terrain et remettre le maillot. Et que quand tu vois les premières mi-temps des gros matchs de l'Olympique de Marseille, il y a des questions à se poser, Benoît, sur l'approche de Zerbi. Plus quand tu regardes les résultats, c'est de la 80e à la fin du match. Ils ont perdu combien de matchs? Et les premières mi-temps catastrophiques au stade Vélodrome. Il y en a, mais sur la fin. Merci Flo, merci pour toutes les infos. Jérôme, tu regardes encore le match du PFC, ils sont à 2-0. Est-ce que tu as besoin d'un 2 Zerbi pour te dire à un moment donné, tes joueurs cadres? Mais ça, je suis d'accord. Un peu plus bas et il reste sur un 2-0. Benoît, t'as pas pris. Rassure-moi, t'as pas pris de Zerbi pour battre le PFC ou battre Angers, Toulouse et tout ça. Rassure-moi. On est d'accord. Malgré tout, dans leur bilan, ils finissent deuxième l'année dernière, ils font 2 fois la Ligue des Champions. Sinon, tu prends Philippe Montagnier et puis t'es bien. Tu le fais aussi. Accueillons Morgane qui est avec nous au 32-16, supporter de l'OM. Jérôme, Morgane qui est là. Salut Morgane. Bonsoir tout le monde. Salut, bienvenue. Salut Morgane, ça va? Ouais, ça va. Un peu désabusé, mais ça va. Bon, alors qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que pour toi, c'était d'office inéluctable le fait que De Zerbi s'en aille? Je trouve ça très dommage. Si on reprend les déclats de Longoria après le tirage au sort de la Ligue des Champions, les objectifs du club sont clairs, c'est finir sur le podium, retourner en Ligue des Champions et pourquoi pas avoir un titre. Et donc en fait, au jour d'aujourd'hui, tu es encore capable de remplir ces objectifs-là. C'est vrai. Alors oui, il y a eu Bruges, il y a eu Paris, et malgré Paris, je pense que s'il n'y a pas cette gifle à Bruges, il se passe pas tout ça. Il a vraiment été atteint par ça se voyait. Je pense qu'il y a 2 choses qui ont fait qu'on en est arrivé là. La première, c'est que De Zerbi, justement, s'est trop identifié à cette ville, à ce club, et il a été touché, mais comme un supporter qui suit l'OM depuis 30 ans, depuis Bruges, et on le sentait qu'il avait pris un coup sur la tête, qu'il aurait du mal à se relever. Il est peut-être un peu trop dans les sentiments dans cette ville et dans ce club. Et la deuxième chose, en fait, les conclusions qu'il faut tirer encore de cet épisode-là, et ça fait plusieurs fois, Jérôme, moi que je le dis, quand tu es tellement exigeant envers l'OM, et Daniel en a parlé hier, en fait, cette exigence, elle n'a plus lieu d'être avec ce club-là. Ça fait des années qu'on ne fait absolument rien en Europe. Oui, c'est vrai. Ça fait des années Là, il y a même Lens qui arrive à jouer le titre. Nous, on n'y est pas. Donc, en fait, il y a une exigence démesurée de la part des médias, de certains supporters aussi. Mais c'est normal. Disant, l'OM doit être là, Morgane. l'OM doit être en barrage. Mais en fait, non, l'OM doit progresser petit à petit. Mais Morgane, juste te coupe. Mais l'OM, c'est le 2e budget de France. Et de loin. Avec 280 millions d'euros de budget. Excuse-moi, que tu es en droit. Attends, avec la ferveur que vous représentez à Marseille, parce que c'est le cas, c'est une vraie ville de foot. Tout ça fait que tu dois. C'est gagner une ferveur, Jérôme. Et le budget. Ah, mais ça doit t'aider. Ça doit t'aider aussi. Sur le budget, je suis d'accord sur le championnat français. En fait, c'est une honte d'être à 10 points de lance. Tu dois être toi, soit à la lutte avec Paris, soit derrière Paris. Ça, je suis d'accord. Mais niveau Europe, ça veut rien dire. Je me souviens du match de l'Atalanta. Le débat que vous faisiez avant le match, c'était l'OM joue-t-il sa saison? Mais en fait, on est qui en Europe pour dire on doit aller en barrage? L'Atalanta, c'était le finaliste de l'Europa League 2 ans avant. Comment? Tes dirigeants l'ont dit à l'époque, que c'était l'objectif. Il y avait 2 objectifs, la Ligue des Champions encore l'année prochaine et les barrages de Ligue des Champions.
Alors, moi, je me souviens que je suis passé avec Mehdi Benatia quand il est venu dans vos locaux. Il n'y a aucune priorité. Évidemment, on avait envie de jouer le barrage. Mais la priorité, c'était d'y retourner et de pourquoi pas gagner un titre. Si tu faisais choisir au club, est-ce que vous voulez mieux jouer comme Lille l'année dernière, qui fait un quart de finale mais qui finit 5e? Moi, je signe pas du tout parce que aujourd'hui, Lille a perdu tous les Zegrova et compagnie. Ils sont en grosse difficulté en championnat et le budget n'a pas suivi. Donc, en fait, la priorité du club, c'était d'y retourner, peu importe ce qui se passait dans la saison. Et il y a des exemples. Il y a Arteta, Arsenal, il arrive, il fait 2 fois 8e. Et bien, ils le soutiennent, ils sont encore là. En fait, on n'y arrivera jamais si dans les moments difficiles, on ne soutient pas. Mais Morgane, tu peux pas comparer avec Arteta. C'est incomparable, en fait. Arteta, il avait des moyens, mais avec un effectif très jeune. Et ils lui ont laissé le temps, parce que c'est comme ça. Marseille, c'est pas ça. Et tu comprends, toi, la politique de Marseille? Avec autant de changements, encore 13 changements au mercato d'été, 5 changements au mercato d'hiver, du moins 5 arrivées. En fait, c'est là-dessus, moi, qu'on reproche toute la stratégie et surtout la stratégie aussi de De Zerbi, parce qu'il est aussi responsable de cette instabilité. Ce sera le thème du procès. Et puis Morgane, juste, je suis désolé, mais si on n'est pas exigeant avec l'OM en demandant que l'OM finisse dans les 24, les gars, il n'y a pas Fos qui est qualifié. Mais ils étaient qualifiés pour le dernier match. Non. Oui, ils étaient qualifiés. Brest, l'année dernière, avec un petit budget, un tout petit budget, Brest, pas de recrues ni rien, ils se sont qualifiés. Pour Brest, Et Lille, pareil. Et Marseille, donc, en fait, on devrait accepter qu'il soit 25e. Non, mais moi, je peux pas. Moi, j'y arrive pas. Merci Morgane d'être venu au 32-16. C'est décevant. RMC, Roten sans flamme. Ça, c'est de la vraie corruption. C'était tout orienté. Quelle corruption? C'est la corruption totale. Qu'est-ce que le championnat de merde? Corruption dans un championnat de merde. Ce championnat, c'est corrupt. Le procès de Roten sans flamme. C'est tout corrupt. Ce fameux projet de stabilité après un sacré coup. Donc hier, Marseille se sépare de De Zerbi 18 mois après son arrivée. C'était lui la tête d'affiche du nouveau projet sur 3 ans initié par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Il a eu les pleins pouvoirs, il a eu beaucoup d'adjoints à disposition, des recrues en nombre à chaque mercato. Et ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que Pablo Longoria va nommer un 7e entraîneur à l'OM depuis son arrivée en 2021. Avec aussi une autre problématique à Marseille, on l'a souvent relevé dans Roten sans flamme, cet effectif en mutation constante. On a fait le point, Manu, Jérôme et Benoît. Depuis que Longoria est arrivé, il y a eu 156 mouvements de joueurs à l'OM, 69 arrivées, 87 départs et cet hiver 3 arrivées et 8 départs. On ouvre donc ce soir le procès de la direction marseillaise qui n'apprend pas de ses erreurs avec 2 procureurs. Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Manu Petit, bonsoir. Bonsoir. Le courageux du soir, c'est Benoît Costil qui va défendre la direction de l'OM. Salut Benoît. Bonsoir, je suis chaud. Ah ouais, c'est bien. Et Hakim, supporter de l'OM, va rendre son verdict au 32-16. Salut Hakim. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vas-y Jérôme, tu peux y aller sur la direction marseillaise et donc ce nouveau coup dur, le projet stabilité là, c'est envolé. En fait, moi j'ai souvent défendu Pablo et Mehdi l'année dernière sur ce qu'ils voulaient mettre en place. Parce que pour moi, mettre un entraîneur de cette envergure-là, on nous l'a présenté comme un cador. Alors, peut-être trop présenté comme un cador, mais n'empêche qu'il est arrivé avec une armée, on lui a donné la possibilité de mettre son jeu en place et surtout d'avoir enfin de la stabilité, parce que c'était le mot d'ordre au début de ce projet. Il n'y a pas de souci, moi je vais complètement dans leur sens. Le problème, c'est que parler, c'est bien beau, mais après, il faut aussi avoir des retours dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'après le premier mercato d'hiver l'année dernière, il y a déjà eu beaucoup d'instabilité. Départ de mecs que tu avais pris 6 mois avant et j'étais le premier à dire mais c'est bien, ils ont reconnu l'échec, Brassier, Wai, entre autres, avec beaucoup d'investissements, et hop, tout de suite les mecs sont repartis parce que ça allait pas avec ce que représente l'Olympique de Marseille et ce que veut mettre en place De Zerbi. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est bien de se tromper une fois et le reconnaître 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand tu commences à te tromper 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 15 fois, là, c'est dans les yeux, tu n'as pas forcément que de la réussite, tu vois. Donc, tu as beau représenter l'OM correctement, être fier
de représenter l'Olympique de Marseille comme ça, avec un président qui a connu tous les postes dans les clubs, avec un directeur sportif qui connaît la région marseillaise parce qu'il a été formé, et ce club, il n'y a pas de souci. Mais après, le problème, c'est que ce que tu as mis en place depuis maintenant 1 an et demi, c'est parti en vrille complètement, et c'est parti en vrille après le mercato d'été. Et on a été très critique, j'ai été très critique à ce moment-là, et à juste titre, et peut-être, ça aurait été bien pour les Marseillais que ça me donne tort, mais ça m'a donné raison. Tout ce que moi j'ai pu dire à l'époque sur cette instabilité, et surtout, elle est de nouveau tous les ans, il y a toujours de l'instabilité avec Pablo Longoria quand il était directeur sportif, depuis qu'il est entraîneur, président, c'est la même chose. 156 mouvements de joueurs. Non, mais tu peux pas arriver à quelque chose de performant sur le moyen terme. Je ne vais même pas parler de long terme, sur le moyen terme, quand tu es aussi instable en termes d'effectifs, en termes d'entraîneurs, tout ce que tu veux. Donc oui, aujourd'hui, moi je les attaque plus là-dessus. Et en plus de ça, là où je les attaque, c'est la communication. Et dernièrement encore, ou sur les 6 premiers mois, avec ce qui se passait, il y a des choses qui ne se passaient pas bien à l'Olympique de Marseille. Alors nous, on n'y met pas forcément les formes, et je peux comprendre qu'ils se braquent et qu'ils ne nous parlent plus, il n'y a pas de problème. D'accord ? Peut-être que nous, des fois, on manque un peu de tact. Mais on dit les choses. Enfin, contrairement à d'autres médias qui ne disent pas les choses, qui vont dans le sens dans le sens du vent. Ouais. Nous, on les dit. Ils se braquent, il n'y a pas de problème. Mais eux, les gars, reconnaissez Pablo et Mehdi que vous êtes trompés. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et non. Et au lieu de reconnaître, ils ont continué, si tu veux, à nous vendre le projet de Zerbi, à nous dire c'est fantastique, les causeries, les ceci, les joueurs, ils sont magnifiques. Je pourrais te prendre des joueurs qui sont déjà repartis là au bout de 6 mois, qui nous ont vendus au mois de septembre, au mois d'octobre. Angel Gomez, Vermeuren, il joue pas. Ouais. Murillo, les attaquants magnifiques, Aubameyang, grande surprise, Gouiri qui t'a servi l'année dernière, il était rétrogradé, puis maintenant c'est la tête d'affiche. En fait, rien y comprendre. Greenwood, le cas Greenwood, c'est typique le cas Greenwood, avec tout ce qu'ils nous ont raconté l'année dernière, en nous disant s'il y a une grosse offre sur Greenwood, peut-être qu'on réfléchira. Et puis maintenant, Greenwood, c'est limite le futur ballon d'or parce qu'on l'a façonné. En fait, c'est à rien y comprendre. Et puis encore, et là où j'attaque d'autant plus Longoria, c'est qu'il n'a pas donné beaucoup d'interviews, mais dernièrement, il en a fait une, et il te vend le projet de Zerbi comme le projet Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Exactement. Et 15 jours après, le mec, il est dehors. Ouais. Donc, écoute, je suis désolé, mais moi, j'ai du mal avec tout ça, donc il va falloir vraiment qu'il se remette en question. Manu, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Il reste combien de temps là parce que... Il te reste du temps. Ouais, t'as le temps. T'inquiète pas. Non, moi, je constate en fait que dans le football, il y a quand même une ligne directrice pour avoir du succès, c'est la stabilité. Tu prends tous les championnats, tu prends tous les clubs qui gagnent année après année. La grande majorité d'entre eux, hormis peut-être une fois de temps en temps un coup de poker, mais tous se rejoignent, ils ont tous un point commun. C'est le travail dans la stabilité sur le terrain et en dehors du terrain. Or, il se trouve que sur le terrain, vous l'avez dit, c'est une gare, le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Ça rentre, ça part, ça s'en va. On ne sait pas d'où ça vient. Puis on n'y comprend rien en fait. Ça fait... Tu prends 10 joueurs, comment vous l'expliquez, vous qui avez été footballeur? Attends, j'ai pas fini. La deuxième chose, c'est la communication qui est hors sol. Des fois, des gens, et quand ça va pas dans leur sens, c'est soit c'est corrupt ou soit c'est la presse qui fait du complotisme. Donc il n'y a pas de remise en question derrière tout ça. Et puis la stabilité également sur le terrain où tu as tout un tas de changements de feuilles de match, de tactiques. On demande à Pavard de jouer numéro 9 contre Liverpool. Enfin bref, je prends un exemple parmi tant d'autres. Donc la stabilité pour moi, qui n'a jamais été dans la même phrase que l'Olympique de Marseille, parce que c'est une ville qui vibre par passion avec le Mistral qui est jamais très très loin. Mais quand ça marche, c'est magnifique. Quand ça marche pas, et ben justement, le Mistral vient balayer tout ça d'un revers de la main. L'incohérence qui a été faite sur le marché des transferts depuis des années, aujourd'hui, montre ses limites. Et on s'aperçoit que quand le niveau s'élève, et ben on voit les carences de cet effectif. Ils ont beau à chaque fois mettre la responsabilité des joueurs et à changer tous les 6 mois d'effectifs, le problème perdure et il est toujours récurrent. Donc moi, en fait, quand je pense à tout ça, cette instabilité en dehors du terrain et sur le terrain qui en résulte aujourd'hui à chaque fois à virer l'entraîneur et à mettre devant leur responsabilité des joueurs. Donc j'attends avec impatience le match contre Strasbourg au Stade Vélodrome parce que je suis persuadé que les supporters vont prendre en grippe les joueurs. Moi, il y a quelque chose que je vois en fond de toile et que je trouve
je suis très nostalgique avec une grosse amertume au fond de la gorge. C'est Rabiot. Si tu pouvais nous entendre et nous appeler maintenant et nous dire exactement ce qui s'est passé au mois d'août, parce que c'est tellement symbolique ce qui s'est passé au mois d'août et qui est très, très révélateur de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a un courageux, c'est donc Benoît Costil qui va tenter de défendre la direction marseillaise. Non, c'est pas du courage, c'est de faire part de mon ressenti tout simplement. Et ce que je ressens depuis 1 an et demi, et notamment l'arrivée de Mehdi Benassia et de Roberto De Zerbi, c'est que je vois des choses que je n'avais pas vues depuis un certain temps avec l'Olympique de Marseille. Et quand vous parlez de cette ligne directrice, je pense qu'ils l'avaient tous, les trois. Ils étaient en phase par rapport à ça. Par rapport au recrutement, on était tous plutôt unanimes sur la qualité du recrutement. Comment le recrutement sur la fin de la période estivale, il a été géré avec de belles arrivées au dernier moment. Donc pour moi, ce serait un peu malhonnête de dire que ce trio n'a pas fait progresser l'OM. Ils ont amené une certaine rigueur, une certaine discipline, une certaine exigence, du professionnalisme. Quand on est joueur professionnel et qui puiser à l'Olympique de Marseille, je pense que c'est le minimum qu'on peut demander aux joueurs. Mehdi Benassia, il fait part Tu l'as senti cette exigence, toi ? En tout cas, dans les mots de Roberto De Zerbi et principalement de Mehdi Benassia, oui, j'ai aimé son discours qu'il a pu avoir par rapport aux jeunes joueurs, ce qu'il demandait et ce qui était nécessaire pour réussir au plus haut niveau. Est-ce que quand c'est poussé à l'extrême, c'est bien ? Parce qu'apparemment, c'est pas si bien que ça. À mon sens, De Zerbi a fait des conneries dans la communication, notamment avec Murillo. Benatia, on lui reproche beaucoup de choses. Ils ont tous fait des conneries, Jérôme, mais s'il te plaît, laisse-moi finir. Vas-y. Moi, je pense que... Pose des questions, c'est pour ça que je te relance. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il vient aussi, et beaucoup, des cadres qui ne se sont pas mis à la hauteur. Et notamment, je ne pense pas que ce soit Roberto De Zerbi de faire progresser des joueurs qui sont d'une certaine qualité, avec une certaine expérience, un certain vécu. J'en ai parlé tout à l'heure de Balerdi, de Medina, de Pavard. Quel vécu, Balerdi, il est nul à chier. Je ne te parle pas de nul à chier, mais ils ont quand même une expérience avec l'OM. Il n'est pas bon, quoi. Et maintenant, je ne pense pas que ce soit à eux de les faire progresser. Eux, ce qui compte, c'est qu'ils soient juste à leur niveau. Et déjà, s'ils sont à leur niveau, ce sera un plus pour l'Olympique de Marseille. Par contre, à côté de ça, évidemment qu'avec des joueurs plus jeunes, l'entraîneur doit les faire progresser pour qu'ils se développent, etc. etc. Donc pour moi, j'avais le sentiment qu'il y avait une certaine, une certaine union, osmose entre les dirigeants et qu'ils œuvraient dans l'intérêt de l'OM et qu'ils avaient une masse, une dose de travail hyper conséquente en privilégiant, mettant l'institution OM au-dessus de tout. Voilà. Hakim, rends-nous ton verdict. Qui remporte ce procès ? Est-ce que c'est l'avocat Benoît Costil ou les procureurs Manu Petit et Jérôme Rotten ? Je condamne l'avocat juste d'avoir pensé le fait de défendre ce président qui est totalement indéfendable et que je mettrai directement c'était perdu d'avance, Ben, désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je vois, c'est que Pablo Longoria, il a pris du recul depuis un certain temps parce que tu as un Mehdi Benassia qui gère les choses qui a pris la place et qui en impose. Et puis lui, il s'est mis un peu en retrait. Voilà. Qui est monté en grade d'ailleurs. Ouais, mais sauf que notre cher Pablo Longoria n'est pas capable de faire un projet qui dure. Quand tu as un Sampaoli qui te bâtit une ossature, qui t'emmène en Ligue des Champions et qui te fait une demi-finale de Coupe d'Europe, tu n'arrives pas à le garder. Derrière, tu prends un entraîneur instable. Tu vois toute la carrière de Tudor, il est instable. Je vais pas faire la fine bouche, je me suis régalé avec Tudor, mais c'est un mec instable, avec qui tu ne peux rien construire. Derrière, il fait venir son meilleur ami qui démissionne au bout de 5 matchs. Après, la saison, on la connaît, c'est une catastrophe. Là, on veut repartir de zéro avec des Zerbi et Benassia. Je suis monté dans le train. J'ai voulu croire à ce projet, mais du plus profond de mon cœur. Et je suis extrêmement déçu qu'on en arrive là. C'est que déjà, l'entraîneur a sa part de responsabilité par sa communication, son management, ce que vous voulez. Les joueurs ont leur part de responsabilité aussi, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais à un moment donné, comment vous voulez qu'un collectif se crée quand vous faites 150 mouvements tous les 6 mois aussi ? Et en plus de ça, et merci Manu de l'avoir souligné, le cas Rabiot, ça c'est Pablo Longoria. Vous me le faites dans tous les sens. Il ne veut pas qu'il parte gratuitement. Mais à un moment donné, il faut penser à la plus-value sportive sur le terrain. Parce que Dieu sait que si on a Rabiot cette saison au milieu de terrain, je pense que les résultats ne sont pas les mêmes, malgré tout. Mais Hakim, je pense que le cas... Je pense que c'est un crève-cœur pour Mehdi Benassia et De Zerbi aussi. Tu sais que le cas Rabiot, tu mets beaucoup sur Longoria, mais Longoria, il n'était pas dans le vestiaire à l'époque à Rennes quand ça s'est passé. Il y a eu des choses qui ont été dites très dures. Et ça a été bien monté par Mehdi Benassia et par De Zerbi. Ben oui, mais c'est ce que je te dis. C'était probablement le seul qui avait une exigence dans le vestiaire. Je pense que c'est pour ça, Benoît. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire.
Benoît, le match de Rennes, rappelle-toi, Jérôme, la tête. mais Benoît, quand tu parlais d'exigence, en effet, c'est bien de le mettre, mais pas à l'extrême. Et je pense qu'avec le Carabio, c'est là que ça a été poussé à l'extrême et que se sont retrouvés. C'est révélateur quand même. Ils se sont retrouvés. Je serais curieux à l'avenir d'avoir les propos aussi de Mehdi Benassia qui reviennent à froid, avec du recul sur cette situation. Il en a parlé, il est resté sur sa version. Mais ça, merci à Hakim qui est venu, qui a donné la victoire. Ça, Benoît, ça fait partie, si tu veux, de la suite. C'est que il faut reconnaître ses erreurs. Il faut y aller. L'erreur est humaine, on se trompe tous. Il s'est trompé. Alors c'est vrai que malheureusement, c'est un constat, mais dans le recrutement, depuis, il y a eu des noms qui sont arrivés l'année dernière. C'était surprenant dans une année où il n'y avait pas de Ligue des Champions. Cette année, il y a des noms aussi qui sont arrivés. Et comme tu disais, Benoît, on a l'impression que c'était pour gagner de l'expérience en Ligue des Champions. Le problème, c'est que tous ces noms. Les joueurs qu'il a fait venir, il faut être costaud quand même. D'accord. Et il y a combien de réussites? Oui, c'est le grand dilemme à l'OM désormais. Qui sera le successeur de Roberto De Zerbi? Pour parler de ce dossier, on va accueillir Fabrice Hawkins, Manu Petit est là, Jérôme Roten, Benoît Costil. Et Eric Dimeco en direct de sa chambre d'hôpital. Incroyable. Eric est là. Eric Dimeco est là. Comment ça va? Comment ça va les copains? C'est à toi qu'il faut demander comment ça va. Passé. Grande forme. Je me suis fait opérer hier matin et ce matin j'étais avec mes béquilles à déambuler. Bravo. Eric, c'est pas la morphine. Vraiment, De Zerbi a quitté l'OM. Enfin, c'est tout ce qui se passe, c'est vrai. Là, c'est pas l'effet secondaire. J'ai pas pris de morphine, moi. Je suis un guerrier, moi. Je prends pas de morphine. T'es un soldat, bravo. Magnifique. Tant mieux. Donc, parlons du successeur de Roberto De Zerbi. Une info RMC Sport qui vient de tomber, elle est signée Florent Germain. Sachez que Roberto De Zerbi a renoncé à sa dernière année de contrat, dans les négociations pour son départ. En revanche, il souhaitait des indemnités pour 7 de ses adjoints. Parlons de la suite et donc du successeur de De Zerbi avec Fabrice Hawkins qui est avec nous également. Salut Fabrice. Salut les gars. Salut Fabrice. Bon Fabrice, vous avez très bien bossé avec Flo. Certains noms sont déjà évoqués pour succéder à De Zerbi, notamment celui d'Habib Beye. Oui, effectivement, l'entraîneur fraîchement débarqué de Rennes a les faveurs de certains dirigeants à l'Olympique de Marseille. Donc, ils ont pris déjà contact avec Habib Beye, qui n'est pas officiellement, qui n'a pas terminé la séparation avec le Stade Rennais. Ça, c'est un point aussi important parce qu'il doit négocier ses indemnités de départ. Une fois que ce sera fait, on va voir si ça avance avec Marseille et comment est-ce que ça peut avancer positivement. Mais c'est pas anodin parce que vous comprenez bien que maintenant que Rennes sait qu'il y a une possibilité à l'Olympique de Marseille, les indemnités vont peut-être pas être négociées de la même manière. Ça va être plus dur. Donc il y a Habib Beye qui était effectivement dans la shortlist. Il y a aussi Sergio Conceição, l'entraîneur de Al Ittihad. Lui, il avait un contrat sur la table en 2024 avant l'arrivée de Roberto De Zerbi. Finalement, ça s'était pas fait. Il avait choisi un autre projet, notamment le Milan AC. Finalement, il a terminé en Arabie Saoudite. Alors on peut pas vraiment dire qu'il attend l'Olympique de Marseille, mais il est toujours gardien une oreille, on va dire, sur ce qui se passe à l'OM, sachant que lui, il a une clause de 4,5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Notamment avec les informations que nous a donné Flo Germain, et cette année il va s'asseoir sur l'année de sa dernière année de contrat, Roberto De Zerbi, mais on imagine que son staff lui va quand même toucher quelque chose, donc il y a quand même de l'argent qui va sortir, et c'est pas forcément dans les projets des dirigeants de l'Olympique de Marseille d'aller lâcher de l'argent pour récupérer un coach sur la fin de saison. Donc Sergio Conceição, a priori c'est une piste quand même qui est compliquée. Ensuite il y a d'autres noms qui ont été proposés. Eric Schell, l'ancien sélectionneur du Nigeria, qui a fait la CAN avec les Nigérians, et puis il y a aussi Walid Regragui, l'entraîneur, j'allais dire l'entraîneur, le sélectionneur du Maroc. On a cru comprendre qu'on savait pas, il savait pas encore exactement s'il allait rester ou partir. On sait que les Marocains, en tout cas, souhaitent continuer, souhaitent le voir à la tête de la sélection marocaine pour la Coupe du Monde. On va voir ce qui va se passer, mais en tout cas son nom a été proposé. Et puis il y a un autre nom qu'on a entendu, Igor Tudor, on l'entend régulièrement, on sait qu'il a des partisans, mais il semble beaucoup plus lointain. Merci Fabrice, reste avec nous. Qui doit succéder à De Zerbi, 32-16, pour participer au débat? Jérôme, dans les noms que tu entends là, est-ce qu'il y en a un qui t'excite plus qu'un autre? Oui, qui te déplaît plus qu'un autre? Non, Conceição m'excite par rapport à ce qu'il a fait, le vécu qu'il a. Conceição a montré avec Porto déjà. Alors je parle pas de Nantes parce qu'il n'est pas resté assez longtemps, mais c'était déjà. Mais il est arrivé en mission commando. Exactement. Il avait bien réussi. Mission commando, mais ça va avec le caractère de l'homme et de l'ancien joueur qu'il était, et il a transmis ça à son vestiaire à Porto, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réussite.
Là, il en a fait un projet financier et moi, j'ai rien à dire sur en Arabie Saoudite. Je pense que c'est difficilement refusable pour lui. Donc, pour l'Olympique de Marseille, un entraîneur de cette stature-là, c'est intéressant. Après, le reste, c'est un gros point d'interrogation. Walid Regragui, peut-être bonne idée, mais bon, déjà il est en place et puis il a été que sélectionneur, du moins, même s'il a entraîné des clubs au Maroc avant avec beaucoup de réussite, n'empêche que quand tu es dans la peau du sélectionneur, retomber dans la peau comme ça, entraîneur de club à Marseille avec une opération commando à aller atteindre des objectifs élevés, c'est compliqué et franchement, le cas Habib Beye, moi je suis sur le cul en fait. Franchement, j'ai du mal à y croire. Non, mais Habib Beye, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, Habib Beye, pour moi, n'a pas les épaules pour entraîner l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille ambitieux, il faut réveiller un vestiaire. Il faut avoir un vestiaire bien plus uni qu'il l'est aujourd'hui. C'est compliqué quand tu as autant d'instabilité. Donc, même un entraîneur avec beaucoup plus d'expérience comme De Zerbi n'a pas réussi. D'accord, Habib Beye, ce que je sache, c'est qu'à Rennes, dans le vestiaire, il y en a beaucoup qui sont contents qu'il ne soit plus là. Tu vois, donc, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre un vestiaire à l'unisson, un vestiaire qui allait dans le sens avec des cadres qui le représentent. Et donc, rien que pour ça, je me dis, mais quelle idée de génie de le contacter. Juste Beye, après, Fabrice, on lui proposerait une mission de pompier de service, entre guillemets, jusqu'à la fin de saison, ou si jamais il y a des négociations poussées, on peut lui proposer un projet à moyen terme à Habib Beye. On ne connaît pas encore la formule, ça peut effectivement prendre ce sens-là, c'est-à-dire termine la saison, on voit les résultats, et si jamais tu arrives en Ligue des Champions, si tu remplis les objectifs, peut-être un contrat un peu plus long. Ça serait le même contrat proposé à vos autres profils intéressés ? Pas certain. J'imagine pas. Hein. Non. Tu vas pas dire à Conceição, tu viens 6 mois et si ça se passe mal, tu repars. Mais il y a d'autres entraîneurs libres à l'heure actuelle. Hein. Tu verrais qui, toi, Manu alors ? Non, mais Manu, alors peut-être que je suis dur, mais je te pose la question. Est-ce que je suis peut-être trop dur avec Habib Beye ? Mais je suis désolé, moi, l'expérience qu'on a, nous, d'anciens joueurs. Première expérience, je trouve qu'il faut donner la chance aussi au nouvel entraîneur. Donc, c'est très, très dur d'être entraîneur de nos jours sur un banc de touche quand on connaît que les entraîneurs n'ont quasiment plus de pouvoir. On leur souffle souvent dans les oreilles, c'est toujours un board, c'est toujours des financiers qui mettent les manettes. Donc à Marseille, c'est un contexte différent. Donc je sais que les égos ont été difficiles à gérer du côté de Rennes. Donc là, il va arriver dans un club où l'émotion est beaucoup plus décuplée et que les égos également de certains joueurs sont un peu plus affirmés. Donc ça risque d'être compliqué, sachant qu'il sort quand même d'une relation très compliquée avec Rennes. Bah oui. Moi, il y a d'autres profils que je trouve intéressants. Des noms, je sais pas. Alors peut-être que les gens vont rigoler, mais moi, Maresca, quand je l'ai vu à Chelsea, j'ai trouvé qu'il avait fait du bon travail. Il y a Lage aussi qui est dispo à l'heure actuelle de mémoire. Portugais. Le bleu portugais. Ouais. Donc il y a quand même des profils. C'est pas stupide. Hein. C'est pas stupide. Non. Après, Maresca, elle est une très grosse cote. Hein. C'est justement pas stupide parce que c'est très malin. Ouais. Mais Maresca, elle est une très grosse cote. Elle a remporté et la je pense Coupe du Monde qu'il des clubs avec Chelsea. Peut-être un club plus huppé, en tout cas dans une situation plus claire que celle de l'Olympique de Marseille. J'ai du respect pour l'OM. Est-ce que c'est accessible ? Mais j'ai du respect pour l'OM. Mais Maresca, à mon avis, il va avoir d'autres opportunités. C'est possible. Mais Maresca, le problème qu'il a eu à Chelsea, c'est qu'il y avait des gens qui lui soufflaient dans l'oreille. Au bout d'un moment, il en a eu marre. J'ai eu la confirmation l'été dernier, pendant la Coupe du Monde des clubs, où il s'apprêtait à jouer contre le Paris Saint-Germain, où il tombait de sa chaise parce qu'il y avait des gens qui connaissaient pas vraiment le football et qui lui disaient ce qu'il fallait qu'il fasse avec son effectif. On sait aussi que ça a été un hall de gare également du côté de Chelsea. Mais s'il va à Marseille, peut-être que lui aura son mot à dire également dans les allées et venues et que peut-être qu'il aura une autorité là où qu'il n'avait plus ou qu'il n'avait pas à Chelsea. Il y a une question de timing aussi. Tu parles de projet ambitieux. Est-ce que tu as le temps d'attendre de négocier avec un coach comme celui-là ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une solution à court terme ? Moi, je vais te dire, Eric ou Benoît, je ne sais pas ce que vous pensez. Et Eric, toi qui es sur place, mais opération commando, il faut réveiller un vestiaire, il faut faire une solution en interne dans un premier temps, comme ça tu te laisses le temps d'avoir un entraîneur extérieur où tu peux réfléchir sur un projet différent à partir du mois de juin, quoi. Ouais, mais il y a quand même la Champions League à aller chercher. Eric, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, moi je pense déjà qu'il faudrait un entraîneur qui connaisse la Ligue 1. Parce que souvent, les entraîneurs sont surpris quand ils arrivent chez nous. Il faudrait un entraîneur qui connaisse un peu le microcosme marseillais et quelqu'un qui est capable de réveiller ce vestiaire, en effet. Je vous ai entendu à ce niveau-là. C'est vrai que quand tu parlais de Conceição, c'est vrai que c'est un gros caractère. Alors attention,
Par rapport à De Zerbi, c'est pas mal non plus. Donc, s'ils n'ont pas supporté De Zerbi, je ne sais pas s'ils vont supporter Conceição là, parce qu'on oublie de parler quand même de ce vestiaire qui, ces derniers matchs, chaque fois qu'ils ont pris un but d'entrée, ils se sont liquéfiés, plus de leader. Le seul mec qui était capable de bouger les autres, voire de se disputer à l'entraînement ou en match, c'était Rabiot. On l'a dégagé en début de saison. Il ne se passe pas un jour sans que je pleure son départ. Tu verrais qui, toi, Eric, alors? Moi, le meilleur profil que je verrais, mais il n'est pas dispo, ou en tout cas pas dispo tout de suite, ce serait un garçon comme Galtier, parce que de partout où il est passé... c'est vrai, tu as raison. De partout où il est passé, Saint-Etienne, il avait récupéré une équipe moribonde, il les a maintenus et il leur a fait gagner une Coupe de la Ligue. De partout où il est passé, il a gagné, Galette. Voilà, donc, et puis s'il y a bien quelqu'un qui connaît le club et l'environnement, c'est lui. Bon, sauf qu'il n'est pas libre, et donc après, il faut trouver, parce que le problème des entraîneurs étrangers... qui découvrent la Ligue 1 comme ça... Parce que moi, je ne sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure sur le départ de Zerbi, qui était inéluctable, je pense aussi. Il a perdu le vestiaire et la confiance de ses dirigeants, je pense. Et même lui, je pense qu'il est soulagé de partir parce que quand on l'a entendu après le match de Paris, on était inquiet déjà. Mais la saison, elle n'est pas foutue, quoi. La saison, elle est pas sûr. On disait tout à l'heure. Tu reçois Lyon dans 3 semaines, tu les bats, tu recolles et gagner Toulouse à la maison pour aller en demi-finale de Coupe de France, c'est infaisable. On a battu Rennes même quand on était moribond. Donc voilà, moi j'aurais juste aimé qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un au club qui dise à De Zerbi, bon, arrête là tes trucs, là, tes compositions d'équipe qui changent tout le temps. Laisse-moi 3 matchs de suite la même équipe là et tu me fais une équipe cohérente là. Et j'aurais aimé voir un peu la confiance des mecs. Bon, on ne le verra jamais du coup. Mais on est dans autre chose déjà. Voilà, il faut quelqu'un qui connaisse cette ville, ce club, ce championnat. Et je sais pas, pour moi, il n'y a pas besoin de Maresca pour aller chercher les objectifs cette année, quoi. Je pense. Ah ça, en Ligue 1, oui, tu as raison. Alors, Benoît était plutôt d'accord avec toi, je crois, Jérôme, sur le côté, il faut quelqu'un en interne qui peut terminer la saison. Ouais. Benoît, tu étais de cet avis plutôt sur une courte durée, en fait. Je ne me précipiterai pas, en fait. Il y a eu le cas, on a eu l'expérience avec Jean-Louis Gasset, que le regretté Jean-Louis Gasset, à qui on pense. Mais, qui avait fait demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est là où j'attends Mehdi Benassia aussi. De par son réseau, son carnet d'adresses, qu'il le fasse fonctionner. Et je serais pour prendre un entraîneur qui n'est pas là jusqu'à la fin de saison. Et puis après, on voit ce qui se passe, Ligue des Champions, pas Ligue des Champions. Je serais plus dans un choix de continuation de projet, d'être dans la continuité, en fait. Et donc, dans ces noms, forcément, je suis un Conceição, un Galtier. Un Thiago Motta, même s'il a l'antécédent Paris Saint-Germain. Motta, il ne peut pas aller là-bas. ça te fait mal au cœur. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, si c'est pour Galtier, ça ne pose pas de problème. Pour rêver un petit peu à Xabi Alonso. Xabi Alonso Xabi Alonso, qui sait J'ai une piste, Fabrice. Mais il ne faut pas oublier que Xabi Alonso, il est arrivé en même temps que Mehdi Benassia au Bayern. C'est jamais s'ils sont très copains. Moi, j'ai une idée, Jérôme. Pompier de service pendant 6 mois. Et Libop Didier Deschamps, il est libre à la fin de la Coupe du Monde. Enfin quoi Pompier de service. Non, mais là, tu fais 4 mois avec des adjoints. T'attends Didier. Jamais retourne. Et Didier, le gagneur, il arrive à Marseille. Il va arriver, il va être lessivé à la Coupe du Monde. Non, mais tu vois, Benoît, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de précipitation non plus. Tu peux faire 1 ou 2 matchs avec Pancho Bardonado et te laisser le temps de décider, d'essayer de prendre la meilleure décision possible, en fait. Mais moi je pense que c'est vraiment, déjà, pour tomber d'accord avec un entraîneur qui a des références. Déjà, il y a des négos, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on parle d'un OM qui est malade, qui peut, comme le dit Eric, atteindre leurs objectifs de fin de saison, c'est-à-dire se qualifier directement en Ligue des Champions, d'être dans les 3, c'est encore totalement faisable, et peut-être de gagner un trophée avec la Coupe de France, il n'y a pas de problème. Sauf que ce vestiaire est malade, ce club, aujourd'hui, il y a un environnement, et Eric, tu vas pas me contredire, je pense que l'environnement, il est très, très, très tendu, que c'est même tendu à la direction de l'Olympique de Marseille entre Longoria et Mehdi Benassia, parce qu'on entend des choses sortir. Et, je ne sais pas si Fabrice, tu as des infos là-dessus, entre Longoria et Mehdi Benassia. Est-ce que les relations sont tendues aujourd'hui ? Parce qu'on entend tout et son contraire. Donc, je pense qu'elles ont été meilleures. Après, est-ce qu'elles sont tendues ? Je n'utiliserai pas ce terme. Après, si tu veux le fond de ma pensée, moi, je ne suis pas sûr que les deux soient là la saison prochaine. Donc, il faut voir comment ça va évoluer. Que l'un des deux ou les deux même, peut-être ?
peut-être même les deux. On sait pas comment ça peut se passer. Ils ont toujours lié leur avenir à 3 avec Roberto De Zerbi. À partir du moment où il y en a un qui part, on ne sait pas si les deux autres vont rester. Et puis il y a autre chose aussi. Il y a des comptes à rendre à l'actionnaire. Parce que McCourt, on ne l'entend pas, mais il a mis quand même la main à la poche. Sur le recrutement, on a vu, il y a 150 transferts qui se sont effectués. Donc, d'un moment, peut-être que McCourt, il va dire attends, mais on prend les gens pour des cons, quoi. Parce que là, on prend des joueurs, 6 mois après, ils s'en vont. Tiens, le mec, il change d'agent, il signe à Marseille. Arrête, il y a des choses qui se passent. Et franchement, moi, t'es propriétaire et t'es aux États-Unis. Tu te dis, oh là là, attends, là, Après, sur la vente de joueurs, je pense qu'ils ont fait des erreurs, mais là où ils ont été bons, entre guillemets, c'est qu'ils ont toujours su retomber sur leurs pattes. Que ce soit Ismaël Koné, que ce soit Robinho Vaz, que ce soit. Robinho Vaz, pour le coup, il était déjà là, mais il y a quand même pas mal de joueurs. Ils ont réussi à bien vendre, parfois. Luis Enrique, Bacola. Non, franchement, sur les ventes, ils ont été bons. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours fait les choix adéquats, et c'est pour ça que tous les 6 mois, il y a plusieurs transferts. Mais t'es en salle d'embarquement à l'aéroport, en fait, tu vois. Non, mais c'est ça. Avec Abibay, il est déjà. Non mais t'es en salle d'abord. Non mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'en penses, Eric? Moi je veux bien que tu revendes le prix que t'as acheté, tout ça, mais 6 mois après, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et Eric Abibay, ça te dit ou pas, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais j'ai mes béquilles là. Oh là. Il a ses béquilles, Eric. T'es avec nous, Eric? Allô? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses d'Abibay? C'est une bonne idée pour l'OM ou pas? Alors, Habib correspond au portrait robot que j'ai dressé tout à l'heure, sauf que j'ai quand même l'impression qu'il sort lessivé de son passage à Rennes là. Donc, mais le fait que ce soit son rêve, je vois pas comment ça peut pas lui donner un coup de boost justement. Le fait qu'il l'a dit, il est venu sur RMC, il nous expliquait à quel point il aimerait un jour entraîner l'OM. Est-ce que ça peut pas? Oui, mais écoute, moi je pense que pour entraîner l'OM aujourd'hui, vu ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain, l'environnement, il faut être frais, avoir la tête fraîche et avoir un petit peu de recul. Moi, si vous m'expliquez que en sortant de Rennes, avec ce qui s'est passé ces derniers temps là-bas, avec cette rupture abrupte aussi, il est frais pour venir entraîner l'OM, pourquoi pas, hein. Moi, je veux bien vous croire, mais j'ai un gros doute quand même. Hein. Ouais. Manu, t'as pas l'air convaincu. Mais Jean-Pierre aussi, c'était Jean-Pierre Papin, c'est son rêve aussi d'entraîner l'Olympique de Marseille. Pourquoi on parle pas de Jean-Pierre Papin? Parce que Jean-Pierre est dans Rotten sans Flamme. a quand même plus de références que Habib. Non, mais je suis désolé. Si c'est un rêve, comme dit Fabrice, pas de problème. Hein. On a le droit de rêver. Hein. On peut tous rêver. Il n'y a pas de souci. Mais t'imagines quand même. T'imagines. Non, mais même si encore une fois, c'est être très critique. Mais ce qui s'est passé à Rennes, les gars, vous minimisez un peu l'état du vestiaire à Rennes. Ouais. Et on en a sorti des infos. Il y a le nom de Laurent Blanc qui revient sur le numéro WhatsApp, Fabrice, d'ailleurs. Les supporters de Lolo, il est où là? Pourquoi pas Laurent Blanc? Lolo, il est où? Laurent Blanc, je vous dis la vérité, je sais pas. Il peut intervenir à tout moment. Je le vois pas du tout arriver là-bas. J'ai pas du tout entendu son nom. Il y a Bogo aussi qui est libre. Bogo sûr? Mais il est entraîneur? Il a ses diplômes d'entraîneur. Ouais, d'accord, bon. Tu le mettrais comme ça sur le banc de. Il faudrait qu'il quitte le parcours de golf. Ouais, ça, c'est autre chose, c'est sûr. Puis Lionel Charbonnier aussi a ses diplômes d'entraîneur. Il peut aussi y aller. C'est évident aussi, non? Moi, la seule chose qui me fait peur avec Poncho Abardonado, si on lui fait confiance, c'est qu'il peut rappeler Pascal en tant qu'adjoint. Alors là, ça serait. Oh là là, ça va quelque chose. Vous voulez déplumer l'équipe de Rotten sans Flamme, en fait. Non, ça serait dingue. On propose Patrick Vieira. Non, mais imagine, il est sur le bas, Pacho, et gagne contre Strasbourg en mettant une équipe qui tient la route. On fait comment? Peut-être que tu vas le laisser en opération commando. Les prochains matchs de l'OM, Strasbourg, à Brest et contre Lyon avant d'affronter Toulouse en Coupe de France. Donc les grands rendez-vous arrivent quand même assez rapidement pour les Marseillais. Dans un mois, on sera fixé. Un grand merci à Fabrice Hawkins qui est venu pour toutes les infos. Merci Fabrice. Grand merci Eric Dimeco. On te fait une bise, hein, Eric. Ciao, les amis. Bien, on se retrouve la semaine prochaine. Convalescence,